Donc la première année, c'est qu'il aille bien, qu'il ne retourne pas à l'hôpital en urgence ou des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment sa santé avant tout. Le reste, on n'est pas là pour chercher à savoir il tient bien la tête, il tient pas la tête. Ça c'est après. Et donc en fait, on se rend compte petit à petit que Alexandre n'arrive pas à faire les choses, qu'il peut pas bien tenir sa tête, qu'il n'arrive pas à tenir bien assis. Qui se fait pas du 4 pattes. Plus il grandit, plus les choses n'arrivent pas. Et on lui dit, non, il vaut mieux passer au fauteuil roulant parce que la poussette adaptée, là, il est grand maintenant. Et là, on a le choc, on se dit, mais en fait, fauteuil, ça veut dire handicap. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque 2e et 4e mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast, Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Bon, trop cool. Et donc, tu as un podcast? Oui, j'ai un podcast. Mon podcast. Pourquoi je parle dans le micro, en fait? Je ne sais pas. Oui, j'ai un podcast qui s'appelle... D'accord, ok. Je t'ai eu. Hein. Non, mais vraiment trop. J'ai un podcast qui s'appelle Nos vies extraordinaires, que j'ai créé depuis le mois de novembre 2021. Nous sommes en 2022. Qui parle un petit peu, au départ c'était pour parler un petit peu de la vie des familles d'enfants porteurs de handicap, pour lever le tabou. Ouais. Et j'ai commencé par mon histoire, bien évidemment, et après jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Exactement. Et après je parle un petit peu, j'interviewe ou je reçois d'autres parents. Okay. J'ai pas encore reçu de papa, j'aimerais bien, faut que j'en trouve, mais je reçois d'autres parents d'enfants porteurs de handicap. C'est compliqué de faire parler les pères. Ah, c'est vraiment compliqué, même mon mari. Oh là là. Tu n'arrives pas à le faire parler. Je lui dis, chérie, ce serait bien que tu viennes sur le podcast. Ah, il veut pas, ouais, sur ton propre podcast. Je vais réfléchir. Depuis, il réfléchit. C'était depuis le mois de novembre, donc. C'est ça? C'est ça. Si tu veux me l'amener, t'hésites pas. Moi, tu sais, je suis très très fort pour les... Je les ensorcelle, tu sais. Ah ouais, peut-être qu'avec toi, ça marcherait, je leur jette des écrans de fumée, tu sais, ils se rendent même pas compte, ils sont en train de raconter leur vie, ils se sont même pas rendus compte de ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais je devrais. Non, mais franchement, j'aurais bien aimé. Peut-être qu'un jour, ouais, il sera motivé. Ok. J'attends. Sandra, bienvenue en tout cas dans Histoire de Daronne. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu es venue vers moi parce que t'as une histoire un peu particulière. T'as ton fils aîné qui a 11 ans aujourd'hui, qui s'appelle Alexandre, qui est, comme tu dis, porteur de handicap moteur, c'est ça? Il est dans un fauteuil? Exactement. Il peut pas marcher et il ne peut pas utiliser ses bras. Ok. Donc on appelle ça, alors attends, c'est paraplégique, c'est ça? Tétraplégique. Parce que du coup, c'est les 4 membres qui sont touchés. Ah yes. Oh putain, j'avais pas capté. C'est ça, tétra. Un excellent moyen mnémotechnique. Exactement. J'ai bientôt 45 balais, j'avais toujours jamais réussi à faire la différence. Mais bien sûr. Ah bah, moi non plus au départ, franchement, mais après. Oui, t'as fini par t'y faire. T'as aussi créé une association qui s'appelle Nos enfants extra capables, c'est ça? C'est ça, Nos enfants extra capables. Ok. C'est ça. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça, et dans le cadre de cette association, donc t'as créé ce fameux podcast, j'imagine, où tu fais parler des parents. Qui pour un peu libérer la parole, et t'as aussi sorti ce bouquin, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre pour les enfants? Au départ, oui, c'est un livre pour enfants qui raconte une petite histoire autour d'Alexandre. Et je parle pas de handicap dans le livre, pas du tout. Je raconte une histoire plutôt gaie. Ouais. Et l'idée, c'est de montrer aux autres enfants qu'un enfant porteur de handicap est comme eux, qu'il a des rêves, des envies, mais aussi je voulais que les autres enfants qui sont pas porteurs de handicap, les enfants porteurs de handicap puissent s'identifier aussi à travers ce livre, parce que je trouvais que les livres qu'on a pour les enfants,
En général, on ne voit pas un héros porteur de handicap. Il y a des héros qui existent, mais les autres enfants qui ont un handicap ne peuvent pas s'identifier à ces héros parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que ce héros fait. Donc finalement, je trouvais que c'était un peu frustrant pour un enfant qui a un handicap de dire oui, je suis tel héros, mais en fait, il peut pas faire ça. Et donc je me suis dit, ce serait bien qu'ils aient un héros qui leur ressemble, un héros où ils pourraient s'identifier en fait. Ouais. Et voilà. Et après, je trouve aussi que c'est un bon support pour les parents pour aborder les questions liées au handicap. Parce qu'en fait, on n'en parle pas parce que si on n'en a pas autour de nous, si on n'en a pas vu dans la rue ou à l'école ou ailleurs, on va pas spontanément comme ça parler de handicap à notre enfant. Alors que là, en lisant le livre, on va pouvoir sensibiliser l'enfant plus facilement. Ok. T'as aussi créé ça parce que t'as la sensation que Alexandre a subi quand il était plus jeune et peut-être encore aujourd'hui la discrimination d'une manière ou d'une autre parce qu'il est handicapé, c'est ça? En fait, Alexandre, quand il était plus petit, il allait au centre de loisirs de la ville. Parce qu'en fait, Alexandre est scolarisé dans un établissement spécialisé où il est pris en charge à la fois pour l'école et au handicap. Mais pendant les vacances, il allait dans le centre de loisirs de la ville. Et les enfants n'étaient pas habitués à voir un autre enfant en fauteuil roulant. Et souvent, il lui posait des questions. Mais pourquoi t'es en fauteuil? Depuis quand tu marches pas? Il y avait plein de questions qui revenaient. Et Alexandre ne savait pas forcément répondre. Il répondait, je ne marche pas, c'est tout, voilà. Oui. Et ça pouvait être des fois un peu frustrant pour lui d'avoir toutes ces questions. Mais c'est pas la faute aux autres enfants. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc c'est normal. Et je me suis dit, ce serait bien peut-être qu'ils aient quelque chose qui puisse les aider à savoir qu'il y a des enfants qui peuvent être différents d'eux, en fauteuil, ou qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Puis voilà, là c'est le premier. Pour l'instant, c'est handicap moteur. Par la suite, on espère en avoir d'autres sur d'autres types de handicap. Ok. En tout cas, Sandra, merci beaucoup d'être au micro. La première question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées, c'est comment t'en es venue à devenir maman? Pas techniquement, parce que ça, je crois que je sais. Heureusement que tu ne poses pas. J'allais pas faire de démonstration. Non. Parce que tu sais, il y a des, je pose parfois la question à des mecs qui me disent en faisant du sexe. Ah ouais, super. Pratico-pratique, bien sûr. Ça. Les gars, quoi, tu vois. C'est juste. C'est ça. Non, en fait, mon mari, on s'est mariés assez jeune. Enfin, j'avais 25 ans et lui 30. Et après, on a eu envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Donc voilà. Et depuis que t'es toute petite, t'as envie d'avoir des enfants, c'est un truc qui fait partie de ta vie, c'est ça? Oui, toujours. J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants à moi, des enfants des enfants, avoir une famille, à qui donner de l'amour, des enfants, à chérir. Ok. Voilà. Tu te souviens de ce moment où tu découvres que t'es enceinte? Ouh là là. Ah oui, je t'ai dit, on va remonter. Ouh là là. Ça remonte à 11 ans quand même, un peu plus de 11 ans d'ailleurs. Oui, un peu plus. Si on compte les 9 mois non pas 9 mois, 6 mois de la grossesse. En fait, c'était assez rapide. On a décidé qu'on voulait avoir un enfant et puis je crois le mois d'après ou 2 mois après, j'étais enceinte. Ah oui. Donc, on va pas traîner du côté de Sandra, quoi. Ah non, pas du tout. Tac, tac. Action-réaction. Ok, d'accord. Mais tu te souviens plus du moment où tu te rends compte, enfin pour toi c'était juste ok, c'est la continuité, donc c'est bien, let's go, c'est la suite, quoi. C'était vraiment quelque chose où c'était la continuité. Mais après j'étais super contente parce que je pensais que ça devait être plus difficile parce que ça devait être notre premier enfant, donc je me suis dit j'avais une contraception, je me suis dit on va arrêter la contraception et tout. En général on dit il faut attendre 6 mois, des fois 1 an. Super, franchement on est super content que les choses se soient passées aussi facilement et si rapidement, donc tant mieux. Ok, c'est vrai que parfois ça met du temps, mais parfois ça met moins de temps et il faut peut-être arrêter d'écouter ce que les gens racontent finalement. Juste. C'est vrai que après chacun est différent, donc après on peut pas s'identifier à chaque fois à l'expérience d'une autre personne, même si ça peut aider, mais chacun est différent. Comment se passe cette grossesse pour toi? Alors au début, pendant les 3 premiers mois, assez bien, avec un suivi classique. Et à partir du 4e mois, mon gynécologue, je vais à une consultation en fait. Mon gynécologue me dit mais madame, votre col il est un peu raccourci. Il faut que vous vous reposiez. Maintenant, il faut que vous restiez le plus longtemps possible allongé, pas de mouvements brusques, etc.
Je dis d'accord. Et puis moi, c'était ma première grossesse, donc cerclage, etc. Je savais même pas ce que c'était, donc je fais confiance à mon médecin. Le cerclage, je sais pas non plus ce que c'est. Ah d'accord, ok. Bon. Il va falloir que tu m'expliques. Pourtant, j'ai eu 2 mots, hein, mais vraiment, c'est quoi le cerclage? Tout s'est bien passé. Le cerclage, en fait, c'est lorsque des fois on a une grossesse à risque, c'est-à-dire on a un col un peu raccourci ou ouvert. On met un cerclage, c'est un fil qu'on met autour du col de l'utérus. Okay. Pour le fermer, le maintenir fermé pendant toute la grossesse pour éviter ou limiter les risques de fausses couches ou d'ouverture spontanée du col. Eh bien, écoute, je ne connaissais pas, je découvre ce truc. J'ai pourtant fait 130 épisodes d'Histoire de Daron, tu vois. Ah, c'est vrai, on apprend tous les jours. Hein. Bah, ça, c'est clair. Ok, donc effectivement, donc t'as un suivi un peu particulier, donc tu t'alites, c'est ça, j'imagine, t'as plus le droit de bouger, etc. C'est ça. C'est compliqué pour toi? Bah oui, parce que on est un peu frustré dans le sens où on se dit en fait je peux même pas faire la chambre de mon fils, je peux même pas acheter les trucs et tout, aller dans les magasins, commencer à regarder. Bon, après on se dit la priorité c'est de mener à terme la grossesse, donc on écoute ce que le médecin dit, on obéit jusqu'au jour où je vais à une consultation comme d'habitude et là il me dit en fait je vois la poche des os, votre col il est complètement raccourci, là je vous envoie aux urgences. Je lui dis, c'est quoi cette histoire? Il me dit, si je vous envoie pas aux urgences, vous allez accoucher là, c'est pas possible. Et je devais être à 5 mois et demi de grossesse. Et donc là, il appelle l'ambulance. Il me dit, non, mais on va vous envoyer dans un hôpital de niveau 3. Je dis, c'est quoi un hôpital de niveau 3? Je sais même pas ce que c'est. Et donc, il appelle l'ambulance. Heureusement que mon mari était là avec moi ce jour-là. Je sais pas non plus ce que c'est qu'un hôpital de niveau 3, mais j'imagine que c'est un hôpital où pour les accouchements à risque, c'est ça? C'est ça, en fait, les hôpitaux, les maternités sont classées en 3 niveaux. Le niveau 1, c'est un accouchement sans risque normal. Niveau 2, ça commence à des accouchements qui commencent à être un petit peu, qui peuvent être compliqués. Donc, c'est à partir des enfants prématurés à 7 mois à peu près. Niveau 3, c'est vraiment les grands, très, très grands prématurés. Donc, ils prennent des enfants qui ont un poids de 600 grammes à peu près. Jusqu'au-delà. C'est tout petit, 600 grammes. C'est vraiment tout petit. J'aime bien comparer avec un paquet de pâtes de 1 kilo. Non, mais c'est vrai, comme ça, vrai. On se rend compte, on dit un paquet de pâtes de 1 kilo, d'accord, ou une boîte de 1 kilo, c'est même pas ça. Ouais. Sérieusement. C'est quasiment la moitié, quoi. C'est fou. C'est ça. Okay. C'est incroyable. Et donc, du coup, il me dit, on vous envoie donc dans un hôpital et donc, du coup, l'ambulance arrive, qui vient me chercher. Et là, je me rends compte qu'en fait, je vais rester à l'hôpital. Et c'est panique à bord parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si je vais accoucher tout de suite. Donc, à l'hôpital, on me prend en charge tout de suite. Il y a tous les médecins qui défilent dans la chambre pour m'expliquer, vous risquez de perdre votre bébé. Il y a la psychologue qui arrive pour nous préparer. Si votre bébé arrive à tel terme, est-ce que vous voulez le garder? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de le sauver? Enfin, vraiment tout un truc, mais c'est incroyable. On s'imagine même pas. C'est comme dans un film. Ouais. Et donc, je suis restée à l'hôpital. Tu veux dire que tu as des psys qui se pointent dans ta chambre en te demandant si tu veux garder ton enfant, s'il est viable ou pas, etc. quoi. Exactement. On commence à nous préparer psychologiquement à tout ce qui peut arriver. Mais au pire, de toute façon, à l'hôpital, on me prépare toujours au pire. Est-ce que tu crois que c'est une mauvaise chose ou... Après, oui et non. Après, c'est normal, c'est leur travail parce que l'idéal, c'est que tout se passe bien. Donc, si on prépare au pire et que ça se passe bien, tant mieux en fait. Et si on prépare au meilleur et que ça se passe pas bien, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, je me dis que c'est normal. C'est toujours normal d'envisager le pire. Mais après, pour quelqu'un qui est là, qui est dans cette situation, à qui on annonce qu'elle va accoucher ou qu'elle va perdre son bébé, c'est difficile à entendre. Et quand tu dis pour quelqu'un, tu parles de toi. Pardon. Je parle de moi et je parle des autres mamans qui passent par là ou qui sont passées par là. T'es dans mon canapé pour parler de toi. Pour moi, oui. Pour moi, c'était horrible à entendre. Je me disais, mais ils sont pas humains, c'est pas possible. Pourquoi ils me parlent de ça et tout? Mais c'est leur devoir, c'est normal. Donc, je n'en veux à personne. Ouais. Mais c'était pas forcément très évident à vivre pour toi.
Ah ben non, à pas ce du tout, moment-là? pas du tout, pas du tout. Après, on essaie de relativiser, on se dit bon bah ça va bien se passer, tout va bien se passer. On essaie de rester positif. Je suis de nature très positive, donc du coup, Ça se sent. c'est important. Ok. Et donc du coup, on essaie de garder le moral, de se dire bah ça y est, ça fait une semaine qu'on est là, ça va bien se passer. Restons tranquilles, on bouge pas et tout, on est pris en charge. Et puis jusqu'au jour où, boum, on a des contractions, on comprend pas et on dit en fait vous allez accoucher tout de suite. Oh mais j'ai fait attention, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Et donc après 2 semaines d'hospitalisation, là j'arrivais à mon 6e mois. Mon fils avait 900 grammes à peu près. D'ailleurs, les médecins disaient à l'époque que son poids était au-dessus du poids d'un enfant de ce terme. Donc c'est d'ailleurs ça qui a permis aux médecins de le sauver. Okay. Parce que il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a le terme, il y a le poids aussi. Parce que quand le poids est trop faible, pour un terme de 25 semaines plus 4 jours d'aménorrhée, on va pas sauver le bébé. Parce qu'il y a trop de risques derrière. Et si c'est un enfant, par exemple, qui a 26 semaines ou 27 semaines, s'il a un poids de 600 grammes, on va le sauver parce que le terme est avancé. Donc, il y a des critères qui sont pris comme ça en compte. Et Alexandre, par rapport à son terme, c'est son poids, on va dire, concrètement, qu'il a sauvé, en fait, ce jour-là. Et toi, donc là, ça fait 15 jours que t'es à l'hôpital, c'est ça? Pendant 15 jours, tu te dis, si ça tombe, je vais accoucher d'un enfant, en fait, qui sera pas viable. Comment tu vis cette période-là, en fait? Tu t'en souviens? Oui, non, mais pour moi, je me dis que je vais accoucher à terme. Je reste positive. Je me dis, mais non, je vais accoucher à terme. Enfin, le plus loin possible. Je vais essayer d'aller le plus loin possible, que je vais pas arriver, que mon bébé va pas être prématuré. Donc, pour moi, non, je n'imagine même pas ça, en fait. Ok. Je n'imagine pas cette éventualité. C'est sûr qu'on me prépare à ça, mais je me dis non, je vais tenir. Tu te projettes pas là-dedans, en tout cas. Non, pas du tout. D'accord. Quand ça arrive, comment ça se passe? Alors là, catastrophe. Ouais. Et donc, en fait, je me rappelle bien, c'était un soir, j'avais dit à mon mari, quand tu viens, tu m'apportes un fast-food. Donc, il m'apporte le fast-food, je mange et tout. Et après, je commence à me sentir pas bien, à avoir des contractions. L'infirmière passe. Ça, c'est ça aussi de manger de la mauvaise nourriture. Hein. On va dire que c'est la faute à la nourriture. C'est la faute au burger. Ah, c'est ça. Non, pas du tout. L'infirmière passe et tout. Et donc, elle vérifie parce que mes contractions, je ne les sentais pas vraiment, en fait. C'était des contractions. J'avais des contractions, mais je les sentais pas vraiment. Et donc, elle m'ausculte et tout. Elle me dit, en fait, votre col est ouvert et vous allez accoucher, là. Faut qu'on vous emmène en salle de travail. Je lui dis, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Non, mais j'allais bien, tout va bien, il n'y a pas de machin. Ton col s'est ouvert et t'as pas du tout senti les contractions? Non, je ne sentais rien du tout, mais vraiment. Wow. C'est surtout ça le problème, c'est que j'avais un utérus contractile, mais je ne sentais pas les contractions. Est-ce que tu as un rapport à la douleur qui est plutôt élevé d'habitude? Tu vois, tu la sens pas vraiment ou... Si, moi je suis... T'es douillette? Je suis douillette, je suis une chouchotte. Hein. Ah non. J'ai horreur de la douleur. Mais en fait, il y a des personnes comme ça. Ok. Donc ça arrive des fois. Ton utérus s'est ouvert sans même que tu ressentes les contractions finalement. C'est ça, exactement. Donc tu te rends compte là que t'es en train d'accoucher et tu t'en étais justement pas rendu compte jusque-là, quoi. Non, pas du tout. Okay. Mais c'est tellement horrible quand je repense là parce que je revois la scène en fait. Je revois la scène et je les vois en train de m'emmener en salle de travail. Et j'arrive en salle de travail. Donc là, maintenant, je commence à sentir la douleur, des contractions. On voit la poche des os et tout. Finalement, la poche des os, elle s'ouvre, elle s'ouvre pas toute seule. Il fallait l'ouvrir, la percer. Voilà, c'est ça. Et il perce la poche des os. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais hospitalisée, j'ai chopé une infection à l'hôpital. Oui. J'aime beaucoup. Et donc, vu que j'avais une infection, on pouvait pas retarder l'accouchement. D'accord. Il y avait des risques pour le bébé. Donc, il fallait que j'accouche. Puisque le travail avait commencé, parce qu'on peut retarder un peu le travail, mais non, on ne pouvait pas retarder le travail puisque j'avais une infection et tout. C'était hyper compliqué. Donc, j'arrive en salle de travail et tout. Donc je commence mais je pleure, je suis dans un état vraiment incroyable, je sais même pas, je réalise pas ce qui se passe. Je dis non mais c'est pas possible, je veux pas accoucher aujourd'hui.
T'as peur là à ce moment-là? Ah oui, non, mais j'ai peur pour mon bébé. J'ai des larmes qui remontent tellement quand j'y repense. Non, mais j'ai peur pour mon bébé parce que je me dis, non, mais si j'accouche maintenant, mon bébé va pas vivre. Donc, j'accouche pas aujourd'hui, c'est pas possible. Mais en fait, le travail a déjà commencé. Et je me rappelle, il y a l'anesthésiste qui arrive pour me poser une péridurale. Et il commence à me dire, madame, arrêtez de bouger, sinon je peux pas poser la péridurale. Mais comment je me suis énervée contre lui. Je dis, mais attendez, vous voyez pas que je vais accoucher là et tout, que moi j'ai d'autres problèmes, vous me parlez de... Je dis, vous n'êtes pas humain, quoi. Je m'en souviens, c'était... Ouais. Bon, après, il avait pas de tact. Oui. Mais bon, c'était un moment horrible parce qu'on savait pas s'il allait vivre, notre bébé. C'est que à l'accouchement qu'on allait le savoir. Et donc, j'ai dû partir en salle de travail vers 21h par là. Et à 2h du matin? C'est mon mari qui se souvient même de l'heure. Parce que moi, j'oublie toujours. À 2h du matin, à peu près, Alexandre est né. Ce qui nous a rassurés, c'est qu'il a poussé un petit cri. J'ai accouché par voie basse, normalement. D'ailleurs, j'ai rien senti, tellement il était petit, le pauvre choupinet. Et donc, il a poussé un petit cri et il avait 900 grammes à la naissance. Tout de suite, on l'a emmené en couveuse, intubé, etc., avec tout. Donc, j'ai même pas pu avoir mon bébé dans mes bras. Je suis repartie dans ma chambre comme si j'avais même pas accouché parce que lui, il est parti directement en réanimation, néonate. Et comment tu vis ce moment-là où... Ah, mais c'est horrible parce qu'en fait, parce que les premières heures en plus sont décisives. On sait pas s'il va vivre parce que il part avec les médecins, avec toute l'équipe pour essayer de le garder en vie, mais on sait pas s'il va vivre. Donc c'est horrible. Tu dis ça en riant. Parce que maintenant c'est derrière. C'est derrière. Mais maintenant c'est passé. Je veux dire, je l'aurais dit au moment où ça s'est passé. Oui. Non. Je suis en train de pleurer. D'ailleurs, j'aurais même pas pu en parler. Ouais. Je pense. Pourquoi? Non, la douleur était encore là. Il faut le temps de faire son deuil. Il faut, comme je dis souvent, lorsqu'on traverse des épreuves comme ça, on a besoin de temps pour penser s'il plaît, pour faire son deuil, pour accepter ce qu'on vit, pour accepter la situation. Et après, on peut en parler, mais à l'instant T, c'est difficile de mettre des mots sur les mots M-A-U-X. Ouais. Donc, je l'ai. Des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X. Exactement. Et il faut du temps, des fois. Quand tu parles de faire son deuil, tu parles de faire son deuil de quoi? D'avoir un accouchement normal, comme tout le monde. Parce que je pense que toute femme qui attend un enfant ne se projette pas sur un accouchement ultra prématuré, en plus comme ça, très très prématuré. On n'y pense pas en fait. D'ailleurs, on ne nous prépare pas à ce genre de choses. Personne ne nous prépare à ça. Dans la tête de toute femme enceinte ou de tout couple qui attend un enfant, c'est on va accoucher à terme. Et déjà le fait d'accoucher à ce terme, à 6 mois, c'est un deuil de pas avoir eu une grossesse comme tout le monde. Parce que je me dis, pendant longtemps, je me sentais pas vraiment femme. Avant d'avoir mon deuxième enfant, ma fille, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de pas avoir connu ce que c'est la grossesse. Ah oui. Je me sentais incomplète. Ouais. Et donc, faut faire le deuil et accepter de se dire, on a une grossesse différente, on n'a pas accouché à terme, ça s'est pas passé comme on le souhaitait, et il faut l'accepter, il faut se dire, c'est passé comme ça, maintenant on avance, et puis voilà. Mais ça prend du temps. Tu parles aussi du fait que t'as pas pu avoir ton fils avec toi, enfin tout ça, ça doit être, j'imagine, des moments qui sont pas évidents, et surtout, comme tu le dis, j'ai un peu l'impression qu'on se projette sur un truc... c'est un peu le souci, hein, c'est qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se projeter, je crois. Et en fait, quand ça finit par ne pas arriver dans les plans tels qu'on les avait projetés, c'est parfois compliqué à vivre, quoi. Ah, mais vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est là tout mon combat aussi, quelque part, parce que je me souviens, j'ai accouché, donc du coup, on a fini de faire enlever le placenta et tout le truc et tout ça. Donc, je suis remontée dans ma chambre en train de faire mon sac. J'avais pas mon bébé à côté. C'était bizarre. Je disais, mais mon bébé est pas là. Je l'avais même pas encore vu parce que il fallait attendre qu'on l'installe en réanimation, qu'il fasse tous les soins et tout, pour qu'on puisse aller le voir. Donc, je l'avais même pas vu. C'était
c'était difficile. Bon, heureusement, on a quand même eu des nouvelles. On nous a dit qu'il était en vie et tout, donc du coup, ça rassure. Mais après ça, on a dû aller en réanimation pour aller le voir. Je me souviens, la boule au ventre, quoi. Je savais pas à quoi il allait ressembler. On arrive en réanimation, on voit un tout petit bout. Il est encore translucide. Oui, c'est incroyable. Il était encore translucide et avec plein de tuyaux partout. Oh là là, le choc, l'horreur. Non mais franchement, c'était horrible. Mais après, on le voit là, on voit le petit cœur battre et on se dit, en fait, il est en vie, il est en train de se battre, le pauvre choupinet. Et nous aussi, on doit se battre avec lui, en fait. Il est en train de tout donner. On doit se battre avec lui, on doit rester fort pour lui parce que lui, il est là en train de subir ça. On n'a pas le droit de pleurer. Enfin, on peut pleurer, mais on n'a pas le droit de... T'es en train de pleurer. Les gens ne le voient pas. Mais... C'est incroyable. J'ai des larmes qui coulent toutes seules. Je souris en pleurant. On appelle ça les émotions, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On peut pas les contrôler. Et c'est un sujet tellement profond. Bah oui. Et en fait, on voit ça. On pleure, on est dévasté, mais quelque part aussi, le fait de le voir en vie, là, on se dit non. Il est en train de se battre et nous, on doit rester fort pour lui, on doit lui apporter notre force. Il est courageux. Donc, bah voilà, ça aide à tenir. Je vais te chercher des mouchoirs si tu veux. Mais j'en ai. T'en as en plus. J'en ai. Merci. Tu dois souvent avoir des mamans qui pleurent. J'ai cru entendre dans les autres épisodes. Des mamans, des papas qui pleurent aussi, tu sais. Bah, J'ai voilà. des papas qui pleurent. J'ai cru entendre ça dans les épisodes que j'ai écoutés. Ceci dit, tu racontes des trucs hyper profonds là et qui ont l'air de te toucher et tout, mais tu le racontes toujours, les gens ne te voient pas, mais tu le racontes avec un grand sourire. Je crois qu'on l'entend dans ta voix en fait. Tu le racontes aujourd'hui avec un immense sourire en même temps. C'est marrant ce contraste de... Mais j'ai pas de raison de rester triste toute ma vie quand même. Okay. Non, je sais. Non, mais je sais. Justement, en fait, souvent les gens me le disent d'ailleurs la dernière fois. Mais vous parlez des sujets qui peuvent être difficiles, mais avec le sourire chez lui, parce que je pense qu'on doit garder espoir dans la vie. C'est important parce que en tant que maman, moi, j'ai besoin de communiquer à mon fils de la joie. Je peux pas lui communiquer de la tristesse. Déjà. Il pourrait être triste du fait qu'il puisse pas faire des choses comme les autres enfants, etc. Mais non, Alexandre, c'est un enfant toujours souriant, toujours la petite blague et tout. Et je me dis, mais on est en train de construire un futur homme. Alors, si on lui apporte de la tristesse tous les jours, comment il va se construire? Comment il va faire pour être heureux demain s'il grandit dans un foyer où on est triste, où on pleure, où on regrette ce qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas eu un enfant qui marche, qui court, qui joue. Mais on a un enfant qui est adorable, qu'on aime de tout notre cœur, qui nous apporte de la joie, même s'il y a des moments qui sont difficiles. Donc du coup, je me dis toujours, nous, en tant que parents, on a le devoir d'apporter de la confiance en soi à nos enfants. On a le devoir de leur apporter de l'amour, de la joie. Et même si des fois on a des moments difficiles, ce qui est normal, on est humain, on n'a pas le droit de les élever dans un foyer où il y a de la tristesse, de l'inquiétude tous les jours. Non, c'est pas possible. Et rien que pour ça, non, je refuse d'être triste. Et même pour moi-même, pour ma vie, en tant que personne, parce que je dis toujours, en dehors de mon enfant, je suis une personne, j'ai une vie. Et dans ma vie, j'ai pas envie d'être une personne triste. C'est triste d'être triste. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que là que tu racontes tout ça aujourd'hui avec, tu vois, les 11 ans de recul, j'aimerais essayer de comprendre un petit peu, et peut-être, tu vois, pour les gens, pour les couples, pour les mamans qui viennent de mettre au monde un enfant qui a un handicap, tu vois, comment ça s'est passé cette transition? Tu parlais tout à l'heure de deuil. Comment ça s'est fait? J'aimerais chercher à comprendre. Au début, en fait, on se rendait pas compte que notre fils n'allait pas marcher, par exemple. On se rendait pas compte qu'il allait être en fauteuil roulant, qu'il allait pas faire certaines choses. Hein. Ouais. Dans notre tête, et les médecins ont souvent dit retard moteur, ont souvent parlé de retard moteur, du fait de son extrême prématurité. Ils disaient souvent que ça arrive que les enfants très grands prémat, comme lui, comme Alexandre,
puissent avoir du retard. Parce que déjà, même à la naissance, quand ils sont petits, on parle d'âge corrigé. On parle pas d'âge réel. Il est né au mois de mai, mais par exemple, au mois d'août, il aurait dû naître au mois d'août. Donc, pendant la première année de vie, on va compter son âge à partir du mois d'août, âge corrigé. Okay. Et donc après, les médecins parlent de retard moteur. Donc dans la tête, forcément des parents, on se dit, s'il y a un retard, ça veut dire qu'il va peut-être rattraper son retard. Donc petit à petit, on avance, on se rend compte que, en fait, non, il va peut-être pas marcher. Je te coupe, mais il y a aussi peut-être aussi ce truc où les premiers mois, l'important c'est qu'il aille mieux et c'est qu'il vive déjà. Donc ça c'est sûr. Les premiers mois, c'est qu'il respire bien, parce que déjà la première année, il était tellement fragile au niveau des poumons, fallait le garder à la maison. Donc la première année, c'est qu'il aille bien, qu'il ne retourne pas à l'hôpital en urgence ou des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment sa santé avant tout. Ouais. Le reste, on n'est pas là pour chercher à savoir il tient bien la tête, il tient pas la tête. Ça c'est après. Oui. Et donc en fait, on se rend compte petit à petit que Alexandre n'arrive pas à faire les choses, qu'il peut pas bien tenir sa tête, qu'il n'arrive pas à tenir bien assis, qu'il se fait pas du quatre pattes. Et plus il grandit, plus les choses n'arrivent pas. Et on me dit, non, il vaut mieux passer au fauteuil roulant parce que la poussette adaptée, là, il est grand maintenant. Il faut passer au fauteuil. Et là, on a le choc. On se dit, mais en fait, fauteuil, ça veut dire handicap. Et à l'époque, on parlait pas de handicap, on disait pas le mot handicap, on n'osait pas. Moi, je n'osais pas dire le mot handicap parce que dire le mot handicap, c'est accepter le handicap. Tu veux dire quand tu disais on, tu parlais de toi, moi et de mon mari. Et de votre mari, ok. Voilà. On va pas dire notre fils est handicapé parce que dire qu'il est handicapé, c'est accepter qu'il va jamais marcher, qu'il va jamais utiliser ses mains ou des choses comme ça. Et donc petit à petit. C'est arrivé à quel âge ça à peu près? À partir de l'âge de 4 ans, on a dû passer en fauteuil roulant parce que la poussette, parce qu'il y a des poussettes adaptées qui existent. La poussette adaptée n'était plus adaptée. Okay. Donc il fallait passer en fauteuil pour qu'il soit plus à l'aise. Voilà. Et là, on se rend compte que non, notre fils ne va pas marcher. Et là, c'est le choc parce que faut accepter. Bon, on est passé par des thérapies, parce qu'on a été suivi par une psychologue. C'était d'abord Alexandre qui était suivi par la psychologue parce qu'il avait du mal à manger, à s'alimenter. Et nous aussi, on a fait une thérapie de famille. Ça nous a beaucoup aidé, toujours à mettre les mots, M-O-U-T, sur les mots, M-A-U-X. Accepter que notre fils serait différent, qu'il marcherait pas. Ce qui nous a aidé, c'est que Alexandre était tellement pétillant qu'en fait on oublie le fait qu'il puisse pas marcher, on oublie ce qu'il n'arrive pas à faire. On se focalise sur ce qu'il sait faire. Et là on se rend compte que en fait il sait faire tellement de choses en dehors de la marche, de l'utilisation de ses mains et tout. Et donc on se focalise sur ce qui est bien, sur ce qui est positif. Et on oublie le reste. Et petit à petit, on accepte. Et quand on voit comment notre fils grandit, se développe, on se dit, en fait, on doit accepter pour son bien et pour notre bien. Parce que être triste, parce que des fois, je pleurais dans la salle de bain, je pleurais toute seule. Et parce que je me disais, mais comment ça va être, comment il va grandir, comment ça va se passer. Je me posais tellement de questions. Donc, je pleurais. Mais je me rendais compte que j'étais triste à l'intérieur de moi. J'étais pas heureuse parce que j'étais triste tout le temps. Et j'étais irritable, j'étais de mauvaise humeur, parce que j'étais triste. Et pour mon bien-être, non, c'était pas possible. C'est un parcours psy et de thérapie qui vous a été proposé par l'hôpital directement ou c'est vous qui... c'est nous qui avons fait la démarche. Waouh. Déjà, c'est énorme. Oui. De vous rendre compte que, en fait, à côté des soucis de santé de votre fiston, vous pouviez aussi soigner la santé mentale. On peut aussi faire une pause, si tu veux, pour... Non, ça va. Sandra pleure. Tout se passe bien. Tout va bien. Je ne la torture pas, je vous promets. Enfin, si, je fais sortir des vieilles histoires, des émotions, quoi. Je ne savais pas que j'allais pleurer aujourd'hui, ça n'était pas prévu. Tu viens me parler tu viens me parler de ton histoire. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que comment ça vous est venu l'idée de vous dire ok, en fait on n'a pas que des problèmes physiques entre guillemets à gérer avec le handicap d'Alexandre, etc. Il faut aussi qu'on prenne soin de notre santé mentale. En fait, c'est simple, c'est parce qu'on a voulu prendre soin de la santé mentale de notre fils.
Et du coup, Ah, yes. parce que je me suis toujours dit que je veux pas un enfant frustré demain. Je veux pas un enfant qui soit, comment dire, qui ait l'impression qu'il lui manque quelque chose. Je veux qu'il accepte son handicap, qu'il vive avec. Quand on est petit, il y a pas de souci. Les enfants, pour lui, il n'arrive pas à faire ça. Il ne marche pas. Ça lui pose pas de problème. Mais c'est en grandissant, avec les autres, avec le regard des autres, quand il va être dans la société, comment il va le vivre. Et donc, très tôt, on s'est dit non, il faut vraiment que Alexandre ait un suivi pour pas qu'il développe des complexes plus tard. Et quand il est petit, on l'accompagne forcément chez la pédopsie. Et Elle vous a coincé. Exactement. Elle nous a eu. Mais c'était très bien. Hop, partez pas là. C'est ça. Il faut qu'on parle ensemble. Non, mais c'était très bien, franchement. Oui. Et on s'est rendu compte que là, des fois, elle parlait à Alexandre, mais c'est nous, on était les émotions, on faisait sortir ce qu'on avait, ce qu'on n'arrivait pas à dire. Et c'était difficile, mais c'était très bien, c'était génial. Ça nous a fait un bien fou. Ah, c'est cool. Et je le conseille à tous les parents, même si on n'a pas un enfant handicapé. Ah oui, ça. Mais des fois, la thérapie peut aider. Je crois même souvent la thérapie peut aider. Parce que parler, c'est bien, la preuve. Ça fait sortir les émotions et tout. Alors attends, entre-temps, mais pas trop loin, c'est à peu près à ce moment-là, c'est ça, où vous décidez de faire un deuxième enfant ? Si je me trompe pas. Mes 2 enfants ont 5 ans d'intervalle. Donc du coup, Alexandre avait 4 ans et demi, 5 ans. Je me suis toujours dit au fond de moi que je me sentais pas femme. Vraiment, parce que ma première grossesse, vu qu'elle s'était interrompue très tôt, je savais pas ce que c'était d'être vraiment enceinte, d'arriver à 9 mois. J'entendais toujours les autres mamans, les autres femmes dire « Ah ouais, je suis à terme, là, je suis fatiguée, j'en ai marre et tout. » Je dis « Ah bon, mais je sais pas ce que c'est. » Et j'avais l'impression d'être incomplète. Et après, on s'est dit « on va avoir un deuxième enfant. » Donc, on a eu notre fille. Pour la grossesse de ma fille, du coup, j'étais cerclée, comme je disais tout à l'heure, pour éviter une fausse couche ou éviter que ce qu'on avait vécu se reproduise. Ouais. Donc, j'ai été cerclée, suivie de très très près. La grossesse s'est plutôt pas mal passée, mais j'étais alitée quand même. Ok. Oui, ils ont pas voulu prendre de risques avec toi. Ils se sont dit, Sandra, au dodo, hop. C'est ça. Rendez-vous dans 9 mois. C'est ça, à partir du 3e mois, allez, ça y est, oups, coucher tout le temps. Bon, ok. Et puis de toute façon, quand on l'a vécu une fois, on n'a pas envie de... Oui, t'avais peur. On s'amuse pas avec, hein. T'avais peur ? Ah oui, j'avais vraiment peur. J'étais stressée. À la moindre contraction, au moindre truc, on était aux urgences. Ouais. Je me disais, vaut mieux faire trop que pas assez, en fait. Parce que la première fois, on ne savait pas, c'était notre premier bébé, donc il y a plein de choses qu'on ignorait. Et donc, on se disait, franchement, je sais pas le nombre de fois que mon mari a dû m'emmener aux urgences. Je crois qu'on nous connaissait déjà aux urgences, mais je préférais. C'est quoi les trucs que t'as la sensation d'avoir mis de côté ou pas, peut-être pas, ou t'as peut-être pas entendu ton corps, ou t'as peut-être pas écouté ton corps, pardon, pendant la première grossesse? T'as la sensation qu'il y a des trucs à côté desquels t'es passé avec le recul? Non, pas du tout. Okay. Et j'ose même pas penser comme ça parce que ce serait me sentir coupable. Ah oui. Et non, c'est pourquoi je te pose cette question, plutôt pour les futures mamans qui sont là et qui se disent peut-être ça peut être cool d'écouter les signes, quoi, tu vois. J'avais pas de signes parce que je ne sentais pas mes contractions. Okay. Mais par contre, ce que je regrette amèrement, c'est de ne pas avoir insisté auprès du médecin pour qu'il me pose un cerclage assez tôt. Parce que quand il a vu que mon col était raccourci, il a dit c'est votre première grossesse, donc il n'y a pas d'indication à poser un cerclage. Et là, pour ça, franchement, je le regrette amèrement. Je me dis, mais j'aurais dû insister pour qu'il me pose un cerclage, en fait, ou aller voir un autre médecin. Oui. Donc, pour toutes les mamans qui écoutent, si on vous dit que votre col est raccourci, je sais pas, à 3-4 mois, demandez à être cerclé, quoi. Ouais. Ou demander, c'est un très bon conseil de demander l'avis d'un autre médecin, en fait, d'une manière générale, je crois. C'est ça. D'aller voir un autre médecin qui vous donnera peut-être d'autres conseils, qui vous accompagnera peut-être différemment. Okay. C'était un très bon médecin, hein, mais je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Et voilà. Parfois ça arrive, quoi. Parfois ça arrive. Ok. Comment se passe cet accouchement ? Le deuxième ? Oui.
Plutôt pas mal. Non, c'était différent, c'était très bien. Un peu stressant. T'es allée à terme ou pas? Oui. Ah, bravo. Finalement. Tu te sentais complète. Exactement. Ah, ça y est. Sais ce que c'est. Ce qui est pas vrai en soi en plus. Hein. C'était juste. Non, j'écoute. Je dis ça pour les gens qui. C'était moi. Bah oui. C'était dans ma tête. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, l'accouchement s'est plutôt bien passé. On a eu un beau bébé. Je dis pas que mon fils était pas beau. Mais ma fille, elle avait quoi, 3 kilos et des poussières. Ouais. Bon, après, elle est restée un petit peu à l'hôpital parce qu'elle avait un ictère. La jaunisse. Ok. J'ai. Ouais. Mais bon, c'est vrai que cette partie aussi, ça m'a fait un peu peur. Mais après, non, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. C'était une grossesse qui s'est bien passée. Ta fille qui s'appelle? Anaëlle. Anaëlle, ok. Donc aujourd'hui, Anaëlle a 6 ans. Oui. Alexandra a 11. C'est ça. Comment s'est passé ton envie pour toi de lancer cet assaut à ce moment-là? C'était il y a combien de temps? Je t'avoue que j'ai pas toutes les infos. Alors d'abord, ça a commencé avec le livre. Donc une fois que j'ai fait le livre, on est passé au podcast. Ok. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui me posaient des questions sur notre quotidien, sur notre vie. Enfin, ils savaient pas. Donc du coup, ils posaient plein de questions et je me suis dit ce serait bien qu'on puisse avoir un média qui puisse parler de handicap à proprement parler, parce que il y en a des médias, il y a des podcasts qui parlent de handicap, mais c'était sous un autre format. Donc du coup, je voulais vraiment qu'on rentre en profondeur et qu'on parle des choses dont on parle pas, de notre quotidien. Tu dis ça en passant, mais donc ça veut dire que tu mets en scène aussi quelque part et tu parles de votre vie de parents et de votre vie de famille, c'est ça, sur Insta déjà pour commencer? Oui, pas mal. Là, tu dis ça en passant, tu vois, mais bon, Oui. C'est pas toutes les familles qui font pas ça, quoi. Tu vois. Non, je parle pas mal de notre vie quand j'ai du temps, parce que j'ai pas toujours beaucoup de temps, mais je parle un peu de notre quotidien. C'était une volonté de ta part de mettre en scène justement, enfin mettre en scène, en tout cas de montrer aux gens comment ça se passe. Oui, parce que je trouve qu'on ne montre pas assez, parce que les gens pensent que c'est un sujet assez triste. Souvent les gens quand ils vont sur les réseaux sociaux, c'est pas pour aller voir entre guillemets des trucs tristes, mais je dis notre vie n'est pas triste parce que souvent quand on nous voit, mais vous êtes heureux et tout, ça va super et tout. Bah oui, on est heureux, on n'a pas de problème quoi, enfin ça va, tout va bien. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est handicap égale tristesse, égale souffrance, égale malheur, enfin tout ça. Et moi, justement, j'avais envie de déconstruire ces idées reçues qu'on a autour du handicap ou de la maladie, ou d'une maladie, ou peu importe. Hein. Et j'avais envie de montrer aux autres que non, on peut être handicapé et être heureux. Au début, je montrais pas beaucoup mon fils, j'osais pas, parce que sans doute qu'à l'époque, j'avais pas accepté ou autre, ou j'avais peur du regard des autres. Mais après, quand je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils savaient pas et ils osaient pas forcément non plus demander, ils étaient gênés. Je dis non, en fait, on va montrer. On va pas cacher. Faut pas cacher. Parce que plus on cache, plus ça devient tabou, plus on favorise pas l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Et je dis non, moi je veux pas que mon enfant soit demain qu'il soit entre guillemets mis de côté à cause de son handicap. Non, pas du tout. Il est comme les autres. D'accord, il fera les choses d'une autre manière, mais il est capable de faire plein de choses. Donc non, on va montrer aux gens, on va montrer à la société que non, handicap ne veut pas dire incapable. Et t'as toi-même fait ce chemin en tant que maman par rapport à ça, justement, où tu disais j'avais peur de le montrer, etc. Bien sûr. Ça a été un chemin pour toi? Ah bien sûr, j'ai commencé d'abord par moi-même. Bonne idée. Avant la société, commencer par changer soi. Exactement, c'est mieux. Après, faut porter le message. Ouais. Non, mais c'est vrai que je me posais plein de questions. Je savais pas ce qu'il était capable de faire ou pas mon fils. Je trouvais que au début, on pensait qu'il était limité. Quand on nous a parlé de handicap, tout de suite, on a vu tout ce que notre fils ne pouvait pas faire. Mais après, en regardant ce qu'il était capable de faire, on s'est dit non, en fait, il peut faire d'autres choses, mais d'une autre manière. On apprend petit à petit que, par exemple, il fait de la peinture avec la bouche, il tient le pinceau et tout. J'ai découvert ça, je suis waouh, c'est génial. Il y a tellement de choses qui se développent aujourd'hui maintenant que je pense que le handicap n'est pas un frein. Donc nous-mêmes, on a d'abord fait ce chemin.
d'abord accepter que notre fils fera des choses, mais d'une autre manière. Et après, maintenant, on s'est dit, mais non, il faut le montrer à la société parce que beaucoup de gens limitent les personnes handicapées. Et jusqu'à aujourd'hui, d'accord, on a mis des quotas, on parle de plus en plus de handicap, mais par exemple, à la télé, on voit pas de pub avec des enfants handicapés ou des personnes handicapées. C'est très, très, très rare. Rien que pour ça, et pourtant ils s'habillent, par exemple. Donc bon, ok, c'est une parenthèse. Hein. Et je me dis, mais non, il faut qu'on commence à changer les choses. Et commencer à changer les choses, même si je vais pas changer le monde, mais je peux changer les choses à mon échelle. Et donc, faut commencer à montrer, faut commencer à parler de ces sujets pour que les gens puissent l'intégrer. Même si, en fait, on veut pas faire mal, mais inconsciemment, vu qu'on ne sait pas, on n'ose pas. Et plus on va savoir, plus on va oser. Donc, j'ai commencé avec le compte Instagram, petit à petit. Après, on est passé au livre. Après, on est passé au podcast et l'association. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce podcast, justement? C'était tu disais, t'as commencé par toi, mais tu t'es dit aussi, ok, à un moment donné, c'est important d'utiliser ce podcast pour faire parler les autres gens, c'est ça, les autres familles? Oui, parce que, y a beaucoup de mamans d'enfants handicapés qui me contactaient, en fait. J'étais surprise d'ailleurs d'avoir autant de personnes qui me suivaient qui avaient des enfants porteurs de handicap. Je ne savais pas, je ne m'en doutais pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Ok. Je savais pas. Et c'est juste parce que des fois quand je postais des trucs, je voyais qu'il y avait des personnes qui répondaient, qui disaient oui, moi aussi j'ai vécu ça. Je disais oula. Donc un jour j'ai fait un sondage pour voir un petit peu. Je dis d'accord, il y en a quand même quelques-unes. Et ces personnes étaient aussi dans la souffrance parce que soit ils sont au début du parcours, donc ils n'ont pas forcément encore accepté, ils osent pas en parler à leur entourage, ils savent pas comment apprivoiser le handicap de leur enfant. Et je me suis dit, le podcast, de parler de notre quotidien à nous, de ce que nous on vit, ça peut aider d'autres parents. Non seulement ça va aider d'autres parents qui sont dans la situation, mais ça va aussi aider la société à se rendre compte de ce qui se passe dans la vie de familles d'enfants porteurs de handicap, des choses dont on ne parle pas, tout simplement. Ok. Voilà. Et l'asso, alors, c'est un peu la suite logique, c'est ça? C'est ça, c'est ce que j'aime bien dire, la suite logique, parce qu'il y avait le livre, le podcast. L'association, c'est aller au-delà, parce qu'avec le podcast, le livre, on est dans de la sensibilisation, on va pas forcément poser des actions concrètes. Et l'association, c'est vraiment là, du coup, l'idée, c'est de faire des groupes de parole avec des psychologues et des parents d'enfants porteurs de handicap pour les aider à accepter le handicap de leur enfant. Parce que je dis toujours, avant d'aider son enfant ou d'avancer, il faut déjà accepter. Si on n'a pas accepté, on peut pas avancer. C'est une étape vraiment importante. Donc, l'idée, c'est d'aider les parents d'enfants porteurs d'handicap à accepter le handicap de leur enfant. Comment vous faites alors, concrètement? Vous organisez des réunions, des groupes de parole, etc., c'est ça ou... Bon, là, on n'en a pas encore vraiment fait, mais l'idée, c'est d'organiser des réunions avec les enfants porteurs de handicap et de discuter des sujets qu'il y a autour, des difficultés qu'ils rencontrent, des problématiques du quotidien, et après, voir comment on peut les accompagner. Ça, c'est le premier point. Après, moi, je suis d'origine gabonaise. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'ai à cœur d'aider les personnes qui sont en Afrique aussi. Parce que en termes de handicap, ça reste un sujet tabou en Afrique. On en parle mais vraiment, vraiment, vraiment très, très, très peu. Et les fois où j'ai été, je me suis rendu compte que le handicap est vraiment... et encore vu comme quelque chose comme un malheur, comme je sais pas, les enfants handicapés souvent n'ont pas beaucoup de place à l'école, donc en termes d'inclusion c'est compliqué. Je me suis dit va falloir peut-être faire quelque chose aussi de ce côté. Donc l'association a 2 volets, en France et en Afrique. Okay. Vraiment. Donc du coup en Afrique ça va être dans la sensibilisation de la population, parce que dans la population encore il y a tellement de choses à faire. Les personnes handicapées souvent sont isolées dans un coin, n'existent presque pas pour la société, et il y a qu'en sensibilisant les gens qu'on va y arriver d'abord pour commencer, et après accompagner les parents qu'ils acceptent le handicap de leur enfant, qu'ils se disent pas que mon enfant est handicapé et donc il peut rien faire, qu'il est voué à l'échec, qu'il ne fera rien dans sa vie. Même les enfants autistes, ou même les enfants qui parlent pas, on se rend compte qu'avec des méthodes aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup de choses avec eux.
D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui veulent recruter des autistes, des personnes autistes. Et donc, si on leur... Oui, c'est sûr qu'ils ont aussi des qualités, quoi, bien sûr. Les autistes. C'est ça. Et si on leur donne pas leur chance, mais comment on va leur donner leur chance? Mais c'est en leur apportant de l'amour, c'est en les accompagnant. Et c'est notre devoir de parents de faire ça. D'abord, avant de demander à la société de le faire. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que de mon expérience, je me dis, non, il faut qu'on accompagne nos enfants, qu'ils soient différents ou pas, on doit les accompagner dans la vie et on doit leur montrer que vous êtes différents, mais vous pouvez faire les choses comme ci, comme ça. Vous avez votre place, leur donner de la valeur parce que c'est des êtres humains avant tout. Oui. Et voilà, donc l'association est là pour ça. Après, on a l'autre volet, ça va être d'apporter un peu d'aide, donc du matériel, surtout en Afrique, aux enfants porteurs de handicap, par exemple des ordinateurs pour les aider, pour favoriser l'inclusion de ces enfants, des fauteuils roulants, des outils pédagogiques par exemple. Donc voilà. Oui, donc c'est très large, quoi. Tu vas aller chercher le plus large possible. Oui, mais bon, après on pourra pas tout faire, mais on va faire le maximum qu'on peut faire. Ok. Pourquoi t'as eu envie de te lancer dans l'associatif comme ça ? Je suis une personne très sensible, je pense, et je n'aime pas voir les autres souffrir au départ. Et je trouvais ça tellement injuste de voir les enfants handicapés être mis de côté. Je trouvais ça injuste parce que après, en tant que mère, forcément, je me projette. Je me dis, ça peut être mon enfant, et je voudrais pas que mon enfant vive ça. Et donc, pour les autres, non, c'est injuste. En fait. Et de toute façon, je me dis, je pense au départ, j'ai fait les choses comme ça naturellement, c'est venu naturellement, j'ai fait. Mais après, je me dis aussi que si quelqu'un ne commence pas, on va jamais changer. Il y a déjà des gens qui font des choses, mais si je viens contribuer aussi à ma manière, ce sera jamais trop, en fait. Donc, allons-y. Petit à petit, les choses vont changer. Peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Petit à petit, le peu que je pourrais faire, ce sera déjà beaucoup. Et l'associatif, c'est vraiment être au cœur de la problématique, être sur le terrain, vraiment. Parce que faire des podcasts, des livres, c'est bien, mais je suis pas forcément sur le terrain. Je fais des choses d'une autre manière. C'est d'autres outils que j'ai à ma disposition. Mais l'association, c'est un moyen vraiment de mettre les pieds dans le plat et de se dire, là, non, on va faire du concret, vraiment. On va essayer de résoudre quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur par exemple pour travailler, si on peut lui trouver cet ordinateur, pourquoi pas. S'il a besoin d'un fauteuil, pourquoi pas. Si on peut sensibiliser les gens en faisant des réunions, des groupes de parole et montrer à la population que non, un enfant handicapé, il a toutes ses chances d'aller à l'école, il a toutes ses chances d'avoir une vie adaptée bien sûr, mais d'avoir une vie. Pourquoi pas. Comment ça se passe aujourd'hui pour Alexandre ? Alexandre, plutôt pas mal. Bon, on a passé une année un peu difficile parce qu'il s'est fait opérer fin 2021. Et donc, c'était un peu compliqué les suites d'opération. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il a récupéré. Là, il est en 6e cette année. Et il est plutôt heureux de vivre sa petite vie, d'avoir ses copains, d'avoir sa petite sœur. Comment ça se passe avec sa petite sœur, justement ? Je me demandais. Ils sont très fusionnels. En fait, c'était tellement étonnant. On n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Bon, avant qu'elle n'arrive au monde, on a toujours suivi une thérapie de famille, bien sûr. Ça aide. Pour préparer Alexandre au fait que sa petite sœur serait différente, qu'elle pourrait marcher, qu'elle pourrait faire des choses que lui, il peut pas faire. Parce que c'était important pour nous qu'il soit préparé à ça. Et ensuite, quand elle est arrivée, il a accepter sa petite sœur. Et elle, même quand elle était bébé, des fois quand je regarde les photos, elle allait lui faire des câlins, elle allait vers lui. Elle a toujours été très presque protectrice envers son frère. C'est des fois, je dis non, c'est pas toi la grande sœur, c'est ton grand frère, donc attention. Ouais. Mais elle aide beaucoup. Des fois, on dit les bras et les mains d'Alexandre, quoi. Ok. Parce que il s'en sert pas mal pour. Tu peux me passer la télécommande, tu peux changer de chaîne pour moi. Ah oui. Voilà. Je faisais pareil avec mon petit frère juste parce que j'étais fainéant, tu sais, c'est pas. D'accord, c'est un truc de grand alors. C'est un truc de grand qui a un peu l'emprise sur le plus petit, quoi, tu vois. T'as pas envie de te lever ou alors tu demandes à ta mère d'aller demander un truc que t'as pas envie d'aller demander, enfin tu vois.
Va prendre les balles à ma place, là, s'il te plaît. C'est ça. Oh là là. Juste pour dire, je suis le grand. Voilà, c'est bon, tu m'écoutes. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Non, en fait, Non. on a fait le tour. Alors, j'ai une dernière. Waouh. Génial. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si Alexandre et Anaël écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Alors, j'aimerais dire à mes enfants que je les aime de tout mon cœur, déjà. Qu'il est important qu'ils sachent que dans la vie, il y a des choses ils seront peut-être jugés pour ça, mais qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes. Et que la vie est belle, qu'ils en profitent, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Le plus important, c'est d'être heureux avant tout. Trop bien. J'avais envie de partager 2 podcasts que j'ai faits qui parlent un peu du thème. J'ai interviewé Fabien Toulmé, qui est auteur de BD, qui a fait une BD qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Alors c'est parce il a eu une petite fille trisomique, si tu veux. Il parle beaucoup de son processus de deuil, justement. Ils n'avaient pas du tout détecté la trisomie, et c'est vraiment, il parle beaucoup de ça, justement. Et je trouve que je sais pas à quel point c'est le même process, mais je crois qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois, de te dire ok, c'est pas vraiment l'enfant que j'attendais. Et le deuxième podcast, c'est dans Histoire de mec. J'ai interviewé un mec qui s'appelle Nicolas, et qui a 44 ans et qui est handicapé moteur, et qui raconte justement son histoire, et j'ai adoré son épisode. Je vous mettrai les liens dans les notes, et je sais pas si tu l'as écouté, mais franchement c'était vraiment canon. J'ai adoré. C'est ton fiston dans 30 piges. Exactement. Merci beaucoup Sandra, je mettrai tous les liens pour aller suivre ton travail, etc. Et puis le podcast aussi dans les notes de cet épisode. Un grand merci à toi, c'était super. Mais merci à toi, mais vraiment, j'ai passé un super moment, même si tu m'as fait pleurer. Hein. C'est pas grave de pleurer. Je rigole. Non, mais c'était super, franchement, merci beaucoup. Trop top, merci bien. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative, et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous, et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.